Rencontre cet après-midi à Kati des forces armées de sécurité du Mali pour parler de réconciliation sous l'égide du général Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, qui a invité ses frères d'armes au respect des normes et de la hiérarchie militaire. Campagne agricole 2013-2014, la mauvaise répartition des pluies n'aura aucun impact sur la production agricole si les pluies continuent à un rythme soutenu jusqu'en octobre. C'est l'avis des spécialistes rencontrés au cours d'une enquête menée par notre équipe de reportage. On va parler de musique dans ce journal avec le nouvel album Ankadjeka Ben Kelema de l'artiste Aziz Wonder qui appelle à la paix sur fond de reggae et de musique traditionnelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a effectué jeudi et vendredi dernier une visite d'amitié au Burkina Faso, au Bénin et au Nigeria. Dans ces différents pays, le professeur Dioncounda Traoré, vous vous en souvenez, a élevé les chefs d'État à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. En marge de la cérémonie du Nigeria, nos envoyés spéciaux Aruna Diarra et Mamari Kone se sont entretenus avec l'ambassadeur du Mali au Nigeria, Mahaman Amadou Maïga, nous parle ici des efforts consentis par le Nigeria. Depuis l'éclatement de la crise, le Nigeria s'est beaucoup investi du côté du Mali dans les différents volets, que ce soit au niveau de la solution de la crise au niveau institutionnel qu'au niveau sécuritaire. Bon, en ce qui concerne le niveau institutionnel, le Nigeria est co-médiateur avec le Burkina dans le cadre de la crise du Mali. Donc ils ont beaucoup contribué à la solution de la crise. Au niveau sécuritaire, ils ont également beaucoup contribué au niveau de la CEDEAO pour la mise en place de l'AMISMA, dossier qu'ils ont défendu tant au niveau de l'Union africaine qu'au niveau des Nations Unies, ce qui a permis la mise en place de l'AMISMA. Et ils ont contribué à hauteur de 1200 éléments de troupes, avec la transformation de l'AMISMA en MINISMA. Et également, ils ont également un contingent de 850 éléments actuellement au Mali. Donc en ce qui concerne le volet humanitaire là également, ils ont toujours accompagné. Au niveau de l'assistance humanitaire, ils ont apporté une assistance de l'ordre de 2 millions de dollars. Également pour étaper nos casernes, ils ont fait une contribution de 5 millions de dollars. Au niveau du développement du Mali pour la construction post-conflit, ils ont fait une contribution de 2 millions de dollars à la conférence qui s'est tenue à Bruxelles le 15 mai dernier. Et la dernière étape qu'on vient juste de franchir, ça c'est au niveau des élections. Là également, ils ont tenu à nous accompagner. Ils ont fait une contribution en nature, ça c'est 22 véhicules 4x4. Je crois que vous avez suivi ça. La livraison a été faite au Mali avec 1 million de dollars et du matériel informatique. La réconciliation est en marche au sein de l'armée malienne, je vous le disais dans le titre. En effet, les forces armées et de sécurité se sont retrouvées cet après-midi à Kati pour réaffirmer à nouveau leur unité et leur souci commun à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de sécurité et de défense. Le général Amadou Aya Sanogo a invité ses frères d'armes au respect des normes et de la hiérarchie militaire, condition indispensable selon lui pour bâtir une armée républicaine et responsable. Nous reviendrons sur cet élément au cours de ce journal ou dans nos éditions de demain. Le monde a besoin de plus de reconnaissance à l'action humanitaire. C'est le thème retenu au Mali pour la journée mondiale de l'action humanitaire célébrée chaque 18 août. À cette occasion, le ministre de l'économie et de l'action humanitaire a adressé un message à ses compatriotes. Nous vous proposons ce message du ministre Mamadou Namori Traoré au micro de Ba Traoré. En cette journée de l'aide humanitaire, je voudrais attirer l'attention de toutes et de tous sur le fait que l'action humanitaire n'est pas notre finalité. Il nous faut dès à présent travailler à la résilience pour que très rapidement nos populations en détresse puissent retrouver le chemin de la production et de la réinsertion socio-économique. C'est le sens qu'il faut donner au protocole d'entente avec le gouvernement et énergie du Mali pour fournir gratuitement de l'électricité pendant 3 mois aux 3 régions du nord de notre pays. Outre la sécurité, fondement de tout développement,
Cela permettra aux opérateurs économiques et notamment les banques de reprendre leurs activités, à l'administration de se mettre au travail afin de fournir aux populations si éprouvées les prestations de qualité qui leur ont si longtemps manqué. Encore une fois, la solution à nos difficultés nous incombe. Voilà. Un message de félicitations avant de poursuivre ce journal. Message de félicitations du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Excellence, c'est avec un grand plaisir que j'ai appris la nouvelle de votre élection à la magistrature suprême du Mali. Je tiens à vous exprimer, au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations. Je suis convaincu que le gouvernement et le peuple malien sauraient, grâce à votre conduite, s'unir comme un seul homme et créer une nouvelle perspective de stabilité et de développement au Mali, malgré les nombreux défis et difficultés. La Chine et le Mali sont liés par une amitié traditionnelle profonde. Le Mali est considéré par la Chine comme un ami, à toute épreuve un partenaire de coopération important. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus d'un demi-siècle, les deux pays s'en tiennent à une relation caractérisée par l'égalité et l'entraide, et les fruits de leur coopération, tous azimuts, bénéficient aux deux peuples. Hautement attachés au développement des relations sino-maliennes, je suis prêt à travailler de concert avec vous pour approfondir l'amitié traditionnelle sino-malienne et élargir activement notre coopération pragmatique afin de porter nos relations bilatérales à un niveau plus élevé. Signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Et puis cet autre communiqué, l'Union pour la démocratie et le développement UDD félicite son Excellence Elhaj Ibrahim Boubacar Keïta pour sa brillante élection à la magistrature suprême. L'UDD saisit cette occasion pour remercier ses militantes, militants et sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple malien pour la grande mobilisation et la maturité d'esprit dont ils ont fait montre. Malgré le démarrage difficile de la campagne agricole 2013-2014, les résultats sont prometteurs et la mauvaise répartition des pluies n'aura aucun impact sur la production agricole si la pluie continue à un rythme soutenu jusqu'en octobre. C'est l'avis des spécialistes et de certains paysans rencontrés ce matin au cours d'une enquête menée par notre équipe de reportage dirigée par Abdraman Maïga. La campagne agricole 2013-2014 semble prometteuse. Elle commence déjà à porter fruit. Pour confirmer la véracité de cette information, il vous suffit juste de vous rendre à la zone aéroportuaire de Bamako-Sine. Elles sont nombreuses, ces femmes, que nous avons rencontrées en provenance des champs avec sur leur tête des sacs ou des choux remplis de maïs. Pour en arriver là, la tâche n'a pas été du tout facile pour les paysans. Le pluie n'a pas donné près de Bamako. En ciment, vraiment, on a eu des difficultés. Ça n'a pas bien marché, quoi. On a des problèmes à cause de la pluie. Bon, souvent, ils peuvent avoir au maximum 15 jours, il ne pleut pas. Donc c'est aussi une difficulté pour nous. Pour cette campagne, le gouvernement du Mali table sur une production céréalière de plus de 7 500 000 tonnes contre 6 millions en 2012. Pour le coton, la prévision attendue est de 520 000 tonnes contre 453 000 en 2012. Un ensemble de résultats qui peut être atteint si les précipitations se poursuivent normalement jusqu'en octobre. Avec le rythme actuel de la pluviométrie, je pense qu'il y aura plus de peur que de mal. Aujourd'hui, nous sommes déjà en termes de riziculture, on est à 48% de nos objectifs. Bon, pour les cultures, les céréales sèches, nous avons déjà dépassé nos objectifs parce que à ce niveau, nous sommes environ à 103% de nos réalisations. Et le coton aussi, on est à 5 414 hectares, soit à peu près 94% des prévisions. Pour accompagner les paysans à combler le retard dû à l'installation tardive des pluies et à leur mauvaise répartition, des mesures ont été envisagées par le gouvernement. En plus de la subvention des engrais et du maïs hybride, la campagne agricole 2013-2014 bénéficie également des apports de Mali Météo à travers son opération pluie provoquée. Cette initiative, débutée le 30 juillet dernier, fait des résultats fort appréciables sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, nous avons une situation qui s'est nettement améliorée, mais qui n'atteint pas le niveau de l'année dernière. Et la plupart des producteurs, notamment la population de Bamako,
on a comme repère la campagne passée. Donc ça, c'était vraiment une campagne exceptionnelle. Les pluies étaient régulières, bien réparties, et on n'a pas connu beaucoup de cas d'inondation l'année dernière. Et cette année, je pense qu'au rythme auquel la pluviométrie s'installe, nous pourrons vraiment atteindre nos objectifs. Avec une situation phytosanitaire et acridienne calme dans l'ensemble, les paysans doivent suivre les recommandations de l'encadrement. En cas de problème, ils doivent informer les services compétents du ministère de l'Agriculture. Actualité à l'étranger, en Égypte, après les violents affrontements dans la mosquée Al-Fatah, où le calme semble temporairement revenu, une vive tension persiste toujours dans le pays, profondément divisé entre les pros et les anti-Morsi. L'Égypte est encore sous le choc après les affrontements dans la mosquée Al-Fatah en plein centre du Caire. Entouré d'un imposant dispositif de sécurité, le calme semble être revenu, mais les Égyptiens demeurent profondément divisés en deux camps, entre pros et anti-frères musulmans. Ce que font les frères musulmans n'est pas bien. Ils ont tout détruit. Ils ont même détruit la mosquée qui appartient à Dieu. Ce n'est pas une façon de traiter la maison de Dieu. Que Dieu protège l'Égypte, sa jeunesse et son armée. Plus que jamais, l'autre partie des Égyptiens juge que c'est l'armée qui a trahi le pays. Tout ce que je peux dire, c'est que l'armée et la police nous ont menti. Ils mentent en permanence à la télévision. Ils ont trompé nos frères musulmans qui ont perdu leur vie. Le gouvernement de transition égyptien annonce vouloir dissoudre les frères musulmans. À la tête du pays, il y a encore quelques semaines, le mouvement islamiste se dit déterminé à récupérer le pouvoir, coûte que coûte. Dans la banlieue du Caire, le fils du leader de la confrérie est enterré. Il a été tué par balle lors de la manifestation géante de vendredi. Arrêté, son père, Mohamed Badié, est détenu dans un lieu secret. Tout comme Mohamed Morsi, il attend son jugement dans quelques jours. À l'étranger, les condamnations se font de plus en plus fortes à l'encontre de l'armée égyptienne. À la tête des critiques, la Turquie, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, proche des islamistes, fustige les militaires, mais aussi l'ONU et les pays occidentaux. Une position occidentale qui risque d'évoluer rapidement. L'Union européenne appelle à redéfinir d'urgence ses relations avec l'Égypte. Les États-Unis pourraient de leur côté revoir leur aide, estimée à 1,5 milliard de dollars par an. Au Sénégal, les religieux s'engagent dans la lutte contre l'excision interdite dans le pays depuis 1999, au constat que malheureusement, de très nombreuses jeunes filles sont encore victimes du phénomène, toujours en pratique dans le pays. La grande prière du vendredi s'achève dans cette mosquée de Dakar. Quelques fidèles restent pour écouter le jeune imam. Le thème du jour, c'est l'excision. Une pratique interdite au Sénégal depuis 1999. Et pourtant, 24% des fillettes sont toujours mutilées dans ce pays, selon les chiffres du dernier rapport de l'UNICEF. Le prêche d'Imam Samb est très clair. L'excision n'a rien à voir avec la religion. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque obligation de l'excision. En plus de cela, s'ajoutent les difficultés que rencontrent les femmes excisées sur le plan de l'intégrité physique et de la sensibilité. Donc, cette pratique ne fait pas de bien aux femmes. Elle a sur le plan médical des conséquences néfastes. Je préconise donc qu'on l'arrête. Les fidèles écoutent avec attention, mais à la sortie, les avis divergent. Un imam, selon moi, n'est pas seulement là pour diriger la prière. Parler des maux de la société fait aussi partie de son rôle, car cela peut nous éviter de faire les mauvais choix. Les générations passées ne se plaignaient pas de l'excision. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais je suis sceptique quant à l'écho de ces discours, car à mon avis, l'excision ne disparaîtra pas de sitôt. Mais qu'en pensent vraiment les hommes? L'UNICEF balaie les idées reçues et relève que 75% des hommes au Sénégal sont contre cette pratique. Dans cette famille, le sujet n'est pas tabou. La mère Aminata a été excisée petite. Aujourd'hui, elle est députée et milite contre les mutilations génitales. Son mari la soutient dans son combat. Il essaie même de convaincre d'autres hommes autour de lui. Bonjour. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue. Donc on a été, c'était une discussion très houleuse. Bon, c'était un conservateur, je le savais, mais quand même je l'ai sensibilisé. Donc je sais, donc au finish qu'il avait, donc il avait compris mon message, parce que moi avec ma femme, c'est une chose que j'ai vécue.
Aminata le reconnaît, la compréhension de son mari est d'un grand soutien. Pour quelqu'un qui vous comprenne déjà dans la maison, dans la chambre, voilà, dans l'intimité de votre couple, ça c'est hyper important. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il y a des hommes peut-être qui vont aller prendre d'autres femmes, sans pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque. Malgré la sensibilisation, l'excision ne recule pas au Sénégal. Selon l'UNICEF, elle est pratiquée en particulier dans la communauté Peul. Mais la capitale n'échappe pas non plus au phénomène. À Dakar, 20% des femmes ont le sexe aujourd'hui mutilé. On parle à présent de chômage en République démocratique du Congo avec de nombreux jeunes diplômés rejetés sur le marché de l'emploi et obligés pour la plupart de se tourner vers des métiers pour lesquels ils n'ont pas été formés. Neuville se rend tous les jours à l'université de Kinshasa. Non pas pour y étudier, car cela fait déjà 2 ans qu'il est diplômé. Avec son ordinateur et sa photocopieuse, il installe une bureautique. Un espace qu'il loue 5 $ le mois, même en cas de problème. Malheureusement, il n'y a pas de courant. Pourquoi il n'y a pas de courant? Depuis le matin. Au départ, Neuville avait l'ambition de devenir avocat. Malgré sa licence en droit privé, il n'a pas réussi à se faire embaucher. De quoi regretter ces 5 années passées à l'université. Psychologiquement, ça dérange. On est licencié, on a passé 5 ans. 5 ans dans les études de juriste. Et quand on finit, qu'on se retrouve comme opérateur de saisie dans une bureautique, ce n'est pas intéressant. Vraiment, c'est très difficile. Peu d'offres dans le secteur public, les jeunes diplômés quinois se tournent parfois vers le privé. Là, ils sont confrontés à leur manque d'expérience professionnelle. La plupart des entreprises demandent 2 voire 3 ans d'expérience à l'embauche. Difficile quand on sort à peine de l'université. Alors nombreux sont ceux qui se tournent vers un métier pour lequel ils ne sont pas formés, à l'image d'Emmanuel devenu coiffeur. Diplômé en informatique, il voulait pourtant devenir ingénieur. J'ai déposé les demandes d'emploi partout. Il y a de cela 4 ans, je n'ai pas pu trouver l'emploi. Voilà pourquoi j'ai voulu monter ce salon pour me permettre de bien vivre. Bien vivre, le souci de milliers de Quinois à la fin de leurs études. Même avec un diplôme en poche, ils sont nombreux à être contraints à la débrouillardise. Emmanuel ne perd pas espoir. Il espère un jour pouvoir travailler en tant qu'ingénieur. Nous partons en Russie avec les athlètes africains aux mondiaux d'athlétisme. En Afrique du Sud, où la journée culturelle et sportive Nelson Mandela a vu la participation de Salif Keita en concert au Soccer City de Soweto et à Madagascar pour parler de la prochaine élection présidentielle. C'est l'Afrique en bref. Une nouvelle étape vers l'organisation d'une élection présidentielle reconnue par la communauté internationale avec le retrait par la Cour électorale malgache de 3 candidatures dites illégales. Dans une version révisée de la liste des candidatures et les noms de And Rajoelina, actuellement en charge de la transition, qui avait déposé sa candidature hors délai. L'amiral Didier Ratsirac, ancien homme fort qui présida le pays plusieurs décennies, et Lalao Ravalomanan, l'épouse du président destitué, pour cause de non-résidence à Madagascar 6 mois avant la date du scrutin. Un scrutin repoussé une nouvelle fois, aucune date n'est fixée. Lui, il attend depuis 4 ans cette élection présidentielle pour sortir de la crise politique. Dans le cadre de la journée culturelle et sportive Nelson Mandela, un homme, une nation, une célébration, les équipes nationales sud-africaines de football et de rugby ont joué l'une après l'autre au Soccer City de Soweto. La journée s'est terminée par un concert de Salif Keita pour recueillir des fonds au profit d'un hôpital pour enfants. Razzia des médailles pour les athlètes africains à Moscou, le Kenyan Absel Kiprop est devenu le champion du monde du 1500 mètres. Sa compatriote Eunice Sum a remporté le titre mondial du 800 mètres dames. La veille, à 200 mètres de l'arrivée, la double championne olympique, l'Éthiopienne Messeret Defar, a imposé sa pointe de vitesse pour remporter le 5000 mètres en 14 minutes 50 secondes devant la Kenyane Merci Cherono et sa compatriote Almaz Ayana samedi soir à Moscou. L'Ougandais Stephen Kiprotich, le champion olympique 2012, est devenu le champion du monde du marathon, son premier titre mondial dans la discipline. Il a devancé les 2 Éthiopiens, Desiza et Tola, en 2 heures 9 minutes et 9 secondes. Il a fait craquer tous ses adversaires. L'Ougandais a savouré sa victoire en saluant la foule drapée dans les couleurs de son pays. On reparlera athlétisme en fin de journal avec la foudre jamaïcaine Usain Bolt.
Retour à l'actualité nationale. La route nationale 7 reliant Sikasso à Bamako a encore fait des victimes. Une collision entre un car de transport de voyageurs et un camion de transport de marchandises s'est produite hier soir, faisant de nombreux morts et des blessés graves. Compte rendu de Sekou Konaté. Il était 20h ce samedi lorsque cet accident mortel se produisait suite à une collision entre un car de la compagnie Diallo Transport en provenance de Bamako et un gros porteur en partance. C'était dans le village de Campiasso, à 25 km de Sikasso. Le car de Diallo Transport, il y avait un car qui le précédait. Donc il a fait un dépassement de ce car. Et le camion qui venait de descendre une pente, et ils sont rencontrés au niveau du camion qui était en stationnement. Et le chauffeur du car de Diallo Transport, ne pouvant rien faire, est obligé de rentrer en troisième position. Et je ne sais pas, vous êtes allé sur le terrain, vous avez compris qu'il y a tout le flanc du car côté gauche qui a été carrément arraché par le fait qu'il est rentré en troisième position. Le bilan, il est lourd. Nous avons reçu 19 blessés et 5 corps, 5 décès. Donc au total, c'est 24. Parmi les 19 blessés, il y a 6 cas graves. Cependant, ils ont tous été pris en charge. Tous les blessés ont reçu les médicaments et les soins appropriés dans l'immédiat. Aussitôt informés, malgré l'heure tardive, les autorités administratives et politiques se sont transportées à l'hôpital pour apporter soutien et condoléances. Je pense que chacun a une responsabilité dans ça, parce qu'il n'y a pas de raison quand même qu'à 15 km d'ici, ces camions durent en stationnement dans une position irrégulière. Donc nous ne pouvons que convier tout le monde à la vigilance, les services de sécurité qui sont chargés quand même de la sécurité de la route, les responsables des véhicules, les transporteurs, les chauffeurs, tout le monde à la vigilance pour quand même nous épargner de tels scénarios. La route nationale 7, aujourd'hui en parfait état, mérite vigilance et discipline de la part des usagers. Et le bilan est revu à la hausse avec désormais 7 morts selon la gendarmerie. Voilà, prudence donc sur les routes, surtout en cette période de pluie. La gestion de l'école à mode décentralisé, le sujet était au centre d'un cadre de concertation entre responsables des collectivités décentralisées de Kolondiéba et les partenaires de l'école dans la région de Sikasso. La rencontre initiée par le centre d'animation pédagogique de Kolondiéba avec l'appui financier de l'ONG Gamina et vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l'école à mode décentralisé. Compte rendu de Daouda Diakité. En organisant ce cadre d'échange entre responsables des collectivités et acteurs clés de l'éducation du cercle de Kolondiéba, l'ONG nationale Guamina s'inscrit ainsi dans la dynamique de renforcement des capacités des acteurs endogènes pour une gestion consensuelle et inclusive de l'éducation dans le contexte de la décentralisation. Vous savez que dans le cadre de Kolondiéba, les résultats d'EDF ne sont pas du tout fameux. Nous sommes à moins de 5%. Donc nous allons mettre à profit cette rencontre pour permettre aux différents acteurs de se remettre en question. Ensuite, permettre aux différents acteurs de se connaître pour qu'enfin le cap de Kolondiéba puisse avoir de très bons résultats. Une démarche participative qui vise à responsabiliser davantage les collectivités décentralisées dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes conformes aux réalités en milieu rural. Nous pensons que c'est une occasion pour nous de rencontrer les différents acteurs, causer avec eux, comprendre ce qui s'est passé pour que les États n'ont pas été satisfaisants. Nous allons essayer ensemble de voir ce qui n'a pas marché, se donner la main pour pouvoir corriger les lacunes qui existent pour la bonne gestion de l'école au niveau du cercle de Kolondiéba. Les conclusions issues de cette deuxième rencontre devront permettre à tous les acteurs impliqués de cerner les défis et enjeux de la gestion de l'éducation en mode décentralisé. Nous vous le disions dans les titres, la réconciliation est en marche au sein de l'armée malienne. En effet, les forces armées de sécurité se sont retrouvées cet après-midi à Kati pour réaffirmer à nouveau leur unité et leur souci commun à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Le général Amadou Aya Sanogo a invité ses frères d'armes au respect des normes et de la hiérarchie militaire, condition indispensable selon lui pour bâtir une armée républicaine responsable. Reportage de Bourama Traoré.
Le pardon, un petit mot mais lourd de sens et souvent difficile à prononcer par les hommes. Le pardon, qui est une valeur cardinale de la société malienne, est désormais une réalité au sein des forces armées et de sécurité. Illustration, officiers, sous-officiers et militaires du rang de tout corps, ensemble pour magnifier l'unité et la solidarité. Tout un symbole. Vous avez vu les éléments du bataillon pareil, c'est moi qui les utilise et il n'y a pas de problème entre nous. Je les utilise, si je dis partez là-bas, et partent là-bas. Il y a 3 compagnies du bataillon pareil qui sont présentement sur le terrain. N'est-ce pas? Et il y en a qui sont en train de se préparer pour aller à la relève. Il s'agit de consolider nos rapports et de faire en sorte que la démocratie soit consolidée au Mali. La réconciliation des cœurs et des esprits au sein de l'armée est donc en marche, car ici, on est convaincu que rien de potable ni de durable ne peut se construire dans la division et la mésentente. Il n'y a pas de haine entre nous. Ce qui s'est passé est passé. Donc c'est dans l'histoire. Nous voulons rentrer par la même porte, sortir par la même porte. Notre mission seulement, c'est la défense du territoire. Terminé. Pas de haine, pas d'autre chose. Que tu sois vert ou rouge, bleu, tout le monde est militaire. Tout le monde est fils malien. À l'unisson, les forces armées et de sécurité ont salué et remercié les autorités de la transition pour avoir promis au grade de général le capitaine Amadou Aya Sanoko. Pour les récipiendaires, cette distinction est à la fois un honneur et une fierté pour toute l'armée. Nous sommes militaires jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes républicains et nous restons au service de l'État. C'est sur les autorités qui vont venir. Nous avons devoir et obligation de les aider, de les soutenir. Mais eux, ils peuvent donner le matériel, ils peuvent faciliter les formations. Mais l'état d'être du soldat dépendra de nous-mêmes. C'est de ça qu'on pourrait mettre sur place des forces armées républicaines pour défendre cette nation, pour sécuriser les personnes et leurs biens et pour que ceux-ci puissent réellement travailler à bon escient et faire développer le Mali. Développer le Mali, mais aussi mettre en place une armée forte et professionnelle, ce qui passe nécessairement par la formation et l'équipement adéquat des forces armées et de sécurité. Comme le martèle bien un écrivain français, pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Sport, basketball, à présent, finale de la Coupe du Mali. Les finales de la Coupe du Mali donc, de basket ont été jouées hier après-midi au Palais des Sports du stade du 26 mars, celui de Djoliba ASEAN Dam. Le stade malien à messieurs qui ont remporté les trophées en battant respectivement le stade malien 65-60 et l'AS Police 64-54. C'était en présence du président de la République par intérim, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités. Reportage de Assa Soumaré. Jouées sur le tard suite à un programme international extrêmement chargé, les finales de la Coupe du Mali de basket édition 2013 ont opposé Stade malien Djoliba Athletic Club en dames et AS Police Stade malien en messieurs avec un soupçon de revanche et des duels très attendus. Nous avons reçu 2 finales jouées dans la très grande sportivité sous la présidence du professeur Djonkouda Traoré, président de la République par intérim. Après le coup d'envoi symbolique, un début très difficile pour les rouges du Djoliba et les dames du stade dans une plus grande disposition technique ont pris le match à leur compte. Dominant leurs adversaires dès les 3 premières minutes de jeu, 7-0, Fatmata Baraïwe et ses coéquipières mènent le premier quart 12-4 avant de boucler la pause avec un écart de 6 points, 27-21. De retour sur le plancher, les 2 formations optent pour le pressing. L'expérience des stadistes permet de bousculer sérieusement les Djolibis, mais les protégés de l'entraîneur Mohamed Salia Maïga utilisent leur fougue juvénile à l'image de l'international cadette Djeneba Ndiaye qui devient le bourreau des stadistes. 47-40 pour le Djoliba à l'avant-dernier acte. Au temps de la vérité, la fatigue aidant les champions en titre, les rouges en profitent et vont tuer le suspense pour gagner 65-60, soit une différence de 5 points. Chez les messieurs, le choc AS Police en jaune, Stade malien a tenu toutes ses promesses. Dès le coup d'envoi, les 2 formations optent pour la victoire, mais l'AS Police a l'avantage des 10 premières minutes, 16-10. À l'entame du deuxième quart, les Bleus du stade commencent à poser des problèmes aux policiers. Mais grâce à leur combativité, ils sont maîtres du jeu à la pause 27-21.
Si les policiers ont fait la course pendant les 2 premiers quarts-temps, les stadistes, eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont prendre bien la situation en main et ne lâcheront plus prise, même si les policiers mettront un point d'honneur à vendre chèrement leur peau, 46-38 pour le stade au 3e quart-temps. Le stade imprime un rythme de jeu pour s'imposer devant ses militaires très volontaires et il a fallu toute la panache des pivots stadistes pour enlever le gain de la partie 64-54. Ainsi donc, le Djoliba Dame et le stade malien garçon s'adjugent les trophées Coupe du Mali des mains du professeur Dionkouda Traoré, président de la République par intérim. Voilà, comme promis, on reparle athlétisme avec les championnats mondiaux qui viennent de prendre fin en Russie. Et comme on s'y attendait, le sprinter jamaïcain Usain Bolt a su planter tous ses adversaires sur les 100 de 100 mètres et le relais 4 x 100 mètres et devient le roi du sprint mondial. Al-Jumatina. Bolt, supersonique pour aller rajouter une médaille d'or. 37-37, il ne va pas le record des championnats, mais la médaille d'or n'échappe pas à la Jamaïque. Les lampions sur la 14e édition des championnats mondiaux démarrés le 10 août se sont éteints ce dimanche. À l'issue de la compétition, un homme a fait parler de lui, le Jamaïcain Usain Bolt. Au sommet du sprint planétaire depuis 2008, le Jamaïcain vient de marquer de son empreinte les mondiaux de Moscou. Après son sacre sur les 100 et 200 mètres, il vient de réécrire une autre page de sa riche et grandiose carrière, en permettant à son pays de remporter le relais 4 x 100 mètres en 37 secondes 36. Face aux Américains impuissants qui n'ont fait que constater les dégâts. À 27 ans, Usain Bolt rejoint le panthéon des champions du monde avec 8 médailles d'or. Et d'ores et déjà, on peut dire que le sprinter jamaïcain a la possibilité de devenir l'athlète le plus titré de toute l'histoire des mondiaux, en dépassant les Américains Carl Lewis, Michael Johnson et Allyson Felix. Ankadje Kabin Kelema, c'est le titre phare de l'album sur lequel l'artiste Tchekoura Kone travaille actuellement. Il appelle ainsi à la paix. Celui qu'on appelle Aziz Wonder a croisé la musique reggae et le mouvement Rastafari lors de ses nombreux voyages. Le mélange de reggae et de musique traditionnelle est son style qu'il appelle Body Soda. Voici un dossier sur cet artiste, dossier réalisé par Cheikh Omar Sangari. Supiri yo yiri, dion karanao yade, yabe ya yirme, yinakinya. Yo yiri! Région de Sikasso, cercle de Kadjolo, village de Fourou. C'est ici qu'a vu le jour un des icônes du reggae malien, du nom de Tchekoura Kone. À l'époque, le Mali vivait la ferveur de son accession à l'indépendance. Celui qu'on appelle Aziz Wonder a d'abord commencé par les rythmes folkloriques du terroir malien, jusqu'à son arrivée au groupe Apollo Jazz de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il croise sa musique de prédilection, le reggae. Déjà, 78, 77, je suivais un orchestre qu'on appelait Apollo Jazz à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, dans ce même orchestre-là, il y avait des Ghanéens musiciens reggae qui sont venus signer un contrat avec l'orchestre. Donc à partir de là-bas, le Apollo Jazz, directement, moi j'ai embrassé le reggae à partir de là, quoi. Aziz Wonder a voyagé de par le monde. Il a même séjourné en Jamaïque de 1984 à 1989. À sa passion pour le reggae vient s'ajouter son adhésion au mouvement Rastafari. Un Rastaman doit être bon, gentil, sociable, aimer son prochain. Après son périple mondial, le ghettoman revient au pays pour développer un reggae particulier, alliant les rythmes et harmonies traditionnelles mandingues au rock, reggae des Caraïbes. Ce qu'il appela le reggae Body Soda. Beau comme Boyiri, une danse de Sikasso, Di comme Didadi de Bogoni, So comme Sogonikou ou Da comme Dansa de Kai. Dans son nouvel album attendu en octobre, Aziz Wonder appelle les Maliens à la retenue. Peace and love. Moi je dis, en Bamara, Ngo Haklima Kamiri,
Haklinda ou Kamiri. Parce que, si tu veux, nos aïeux Ambora Mourmoula, ils ont tous œuvré, ils ont tous aimé ces Mali-là, dans le patriotisme. Et si tu vois, aujourd'hui, la division, la guerre un peu partout, je demande seulement, dans cet album, il y a un titre que j'appelle Angadien Kabenkelema. Angadien Kabenkelema, Malikoina. Angadien Kabenkelema, Malideo. Anga Malibaite Nason, Katila Abada. Anga Malibanie, Mabashi Jamanae. Tchekura Kone a 4 albums à son compteur, dont Chama Chama, Geleya, Troubleman et Tcheba et Babeba. Ses nombreux voyages l'ont rendu sage et il sait transmettre la force de son expérience à travers les paroles de ses chansons. Voilà, c'est sur cette note musicale que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain à 10h à 13h avec Amadou Sankaré. Ndé Sissoko prendra le relais pour les éditions de 18h et de 20h. Merci et bon début de semaine.